Bonsoir ou peut-être bonjour et bienvenue dans cette vidéo accompagnée de le livre que voici nommé Le petit livre du français correct de Jean-Joseph Chulot. Alors c'est très simple, il répertorie les pièges et petites difficultés à éviter lorsqu'on s'exprime en français. C'est une vidéo que j'ai maintenant pris coutume de faire. Et c'est la raison pour laquelle nous allons nous y replonger. Alors, comme d'habitude, je vais ouvrir l'ouvrage à une page de manière aléatoire et en lire la description. Ah, et par ailleurs, ne faites pas attention à mon vernis à ongles comme d'habitude, il n'est pas le plus frais. Alors, on va commencer vers les premières pages. Tiens, accueil. Je ne sais pas si je l'ai déjà lu celle-ci, mais j'imagine que c'est un mot avec lequel on peut avoir quelques difficultés. Dans accueil, accueillir, on inverse le E et le U du son E. Si on omet de le faire et qu'on écrit accueil, cela se prononce asseuil. Il en est de même pour cueillir, recueil, recueillir, cercueil, écueil. Toujours eu du mal à écrire ce mot et encore aujourd'hui je pense qu'il me pose problème. Alors, à la page 99, le pluriel des noms propres. Les noms propres des personnes ne prennent pas la marque du pluriel. Les Dupont, les Mauriac, François et Claude, sauf les noms de famille illustres et très anciennes. Les Bourbons, les Capet, les Condé, les Guise, les Horace, les Stuart, les Tudor. Mais on écrit les Borgia, les Habsbourg, les Romanov, ces noms propres n'étant pas modifiés par rapport à la langue dont on les tire. D'accord, donc en français, pour les très vieilles familles, on va rajouter le S, sauf pour... Quoique les Tudor et les Stuart ne sont pas français. Habsbourg et Romanov, alors Habsbourg il me semble que c'est allemand, Romanov russe, ces noms propres n'étant pas modifiés par la langue dont on les tire. Donc j'imagine dans les langues germaniques et slaves, on n'ajoute pas de S pour marquer le pluriel, c'est la raison pour laquelle en anglais on le fait, en français on le fait, en italien, en espagnol également, mais visiblement pas dans ces langues, j'imagine. On continue de se balader. Top. Pardonner. On pardonne les erreurs que quelqu'un a commises, mais on ne pardonne pas quelqu'un. La préposition « à » est nécessaire entre le verbe pardonner et celui qui est le bénéficiaire de ce pardon. On pardonne donc à quelqu'un ses erreurs. D'accord. Genre, on aurait eu tendance à dire je lui pardonne. Donc je pardonne à, disons, Guillaume. Non, je pardonne Guillaume de ses fautes, par exemple, mais je ne pardonne pas. En fait, il faut ajouter le A. Okay. Il faut ajouter le A. On ne va pas se perdre en explication. Ajoutons le A. Tac. Tiens, allons sur avoir l'air, en bas de page. Lorsqu'on parle d'une personne, on peut accorder avec le sujet si on considère que avoir l'air a le sens de paraître, sembler. Cette conférencière a l'air d'être intéressante. Elle n'a pas l'air très contente. On accorde avec air lorsqu'on parle de la physionomie, de l'allure de la personne. Cette conférencière a l'air sérieuse. S'il s'agit d'une chose, on accorde avec le sujet. Ces pommes ont l'air bonnes. D'accord. Intéressant. Tiens alors. Celui-ci, je ne le connais pas. Pataquès. Ah, Pataquès. Le mot pataquès est né de l'expression « je ne sais pas ». Ta-qu'est-ce quoi ? Je ne sais pas. Alors, il y a un trait d'union qui sépare le T. A-qu'est-ce. On remarque une liaison fautive. Un pataquès désigne donc une mauvaise liaison. Les bons Z hasards font les grands Z héros. Ah, d'accord. C'est une indication de prononciation. Les bons hasards font les grands zéros. D'accord, donc en fait, il nous indique
la présence du Z à la lecture. Je ne sais pas sa caisse. Ah d'accord, donc pas ta caisse vient du fait que l'on dit je ne sais pas ta caisse. On rajoute un T pour lier pas et a. Okay. Par extension, le pataquès désigne une faute de langage grossière ou bien au sens figuré, une situation qui manque de clarté et de logique. Toute autre utilisation de pataquès dans un sens différent demeure incertaine, voire fautive. Pour moi, un pataquès, c'est en faire des tonnes. Toujours comme ça que j'ai employé le mot, mais je le saurai à l'avenir. Alors là, on a une grande définition pour les adjectifs de couleur. L'adjectif de couleur s'accorde avec le nom. Des étoffes bleues. Si l'adjectif est un nom commun, pris adjectivement, il reste invariable. Des yeux marrons, de la couleur du marron, des étoffes oranges. Si l'on met un S, cela devient des marrons, des oranges. Il en est ainsi d'abricot, ardoise, argent, azur, brique, bronze, café, caramel, champagne, chocolat, citron, cuivre, ébène, framboise, garance, grenat, groseille, havane, indigo, kaki, moutarde, nacre, noisette, ocre, olive, or, paille, pastèque, perle, pervenche, pistache, prune, rouille, safran, saphir, saumon, sépia, serin, soufre, tabac, topaz, turquoise, etc. Heureusement qu'ils ont mis l'etc. Parce que je pensais vraiment que ça allait s'éterniser jusqu'au bas de la page. Donc c'est une liste qui visiblement n'est pas exhaustive, mais qui est quand même assez complète. Cependant, certains noms sont assimilés à des adjectifs et donc s'accordent avec le nom qualifié. Ce sont mauve, pourpre, rose, écarlate, fauve, incarnat. Des étoffes roses, des étoffes mauves. Deux adjectifs employés pour désigner une seule couleur sont invariables. Des yeux bleu clair, sans trait d'union. Si ce sont deux adjectifs de couleur, on met un trait d'union. Des yeux bleu-vert. On écrit des balles rouges et bleues si chaque balle comporte du rouge et du bleu. Si on écrit des balles rouges et bleues, s'il y a des balles uniquement rouges et d'autres uniquement bleues. Vairons. Des yeux vairons ne sont pas de la même couleur ou bien leur iris est entouré d'un cercle blanchâtre. Perse. Ce terme désigne une couleur entre le bleu et le vert. D'accord, c'était étonnamment précis et je ne suis pas sûre d'avoir tout retenu, mais en tout cas il est question de savoir comment accorder les adjectifs de couleur en fonction du nom, en fonction de leur fonction et de leur place. Allez, allons se balader vers une dernière définition, quelque chose qui nous apprendrait un fait nouveau, alors très étonnant. Ah tiens, j'ai vu. Eh bien, exprimant la surprise, l'étonnement, l'admiration, l'interjection « eh bien » ne s'écrit jamais « eh bien ». Eh bien, c'est une précision utile. Alors, il ne s'écrit jamais ET, mais donc EH. Ça pour le coup, bon. Rien de trop étonnant là-dedans. J'imagine que c'était assez connu. Revolver, pistolet. Il ne faut pas confondre revolver, pas d'accent sur le E, et pistolet. Le revolver comporte un barillet, to resolve en anglais, tourné. Et le pistolet automatique ou semi-automatique n'en a pas. D'accord, entendu. On va finir avec un dernier, toute dernière. Hop, qu'est-ce qu'on a là avec les E? Allez, partons sur étant donné. Placé avant le nom auquel il se rapporte, étant donné demeure invariable, étant donné ces éléments nouveaux, étant donné les trois solutions proposées. Placé après le nom, cette expression s'accorde, ces solutions étant données, non compris, excepté, mis à part, passé, suivent la même règle. Cette location, non compris les charges. Cette location, les charges comprises. Excepté les vestes et les pantalons gris, tout doit être proposé au client. Les vestes et les pantalons gris, excepté,
tout à bien rangé, d'accord. Là, à nouveau, ça dépend de la place qu'on lui accorde dans la phrase. J'espère que vous aurez appris des choses. J'espère que ça vous aura aussi intéressé. Moi, c'est toujours le cas. J'aime d'ailleurs beaucoup faire ce format de vidéo. J'espère que ça vous plaît aussi. Alors, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, à la prochaine fois.